Bonsoir. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence à cette nouvelle Université du Soir. Avant de débuter, du coup, de laisser la parole à nos intervenants, je voulais juste vous rappeler quelques règles de fonctionnement, donc afin de vous offrir une meilleure qualité de son et d'image. Donc, comme d'habitude, vous ne pouvez pas activer vos caméras ni vos micros. Et par contre, vous pouvez le faire via le module conversation en haut de votre écran pour poser vos questions et je vous ferai votre porte-parole. Voilà, donc aujourd'hui, le thème de la soirée s'est malheureusement imposé à nous. Depuis quelques semaines, nous subissons les effets de la guerre en Iran et nous ne savons pas combien de temps, malheureusement, cela va encore durer. Dans ce contexte de conflit, nous sommes confrontés à une hausse importante de nos coûts de production et on nous parle parfois de pénurie. Pour les exploitations de notre département, donc ces événements ne doivent pas être pris à la légère et nécessitent de part et d'autre d'être réfléchis au sein de nos exploitations et nos organisations agricoles et de maintenir bien sûr une vigilance accrue. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons cette université du soir, donc pour faire un état des lieux tout d'abord de nos marges de manœuvre, tant sur le plan économique que technique. Donc Thomas Gaujard, Patricia Huette et Jean-Baptiste Gradcap sont avec moi, sont tous les trois conseillers à la Chambre d'agriculture et vont vous présenter les différentes pistes à mettre en œuvre. L'objectif est bien donc d'attirer notre attention pour nous permettre d'adapter dans la durée notre gestion sur nos exploitations. Nous allons donc débuter avec Thomas Gaujard sur l'évolution des coûts de production. Ensuite, Patricia Huette abordera la question des assolements et des cultures réalisables. Et enfin, Jean-Baptiste Gradcap nous présentera la conduite de la fertilisation. Et à la fin de notre université du soir, je donnerai la parole donc à Emilien Marco, qui est à mes côtés et qui est élu comme moi à la Chambre d'agriculture pour la conclusion de cette séance extraordinaire. Donc pour commencer, Thomas, merci de votre présence. Quelle est la situation de nos coûts de production sur nos exploitations et comment peut-on appréhender l'évolution à court terme? Alors voilà, Élodie a parlé de la guerre en Iran et des conséquences potentielles qu'elle pouvait avoir justement sur nos charges sur nos cultures. Moi, je vous propose de commencer quand même en ayant un œil dans le rétroviseur, hein, notamment sur les 20 dernières années qui sont derrière nous, notamment avec ces deux graphiques-là. C'est-à-dire le premier concerne les charges opérationnelles sur les trois grandes cultures que sont le blé, l'orge et le colza sur 20 ans. Alors ce sont des données qui sont critiquables, enfin du moins elles sont propres à mon secteur qui est plutôt le perche et le faux perche. Bon, néanmoins, la tendance, elle est valable pour tous les autres secteurs. Alors, pour les charges opérationnelles, hein, je vous rappelle les charges d'engrais, les charges phyto, nous avons une progression sur 20 ans, hein, sur le palier de temps de 2005 à 2025, de 10 € par hectare et par an pour le blé. Ça, c'est une chose, mais alors les charges opérationnelles, elles ne sont pas toutes seules, en fait, hein, pour produire nos cultures. Elles sont couplées à des charges de structure, parmi lesquelles font partie les charges de mécanisation. Et il faut savoir que sur ce même palier de temps, les charges de structure ont-elles augmenté de 15 € par hectare et par an, dont 10 simplement par les charges de mécanisation. Hein, c'est le graphique que vous voyez en bas, issu de l'INSEE et de l'indice Pampar, hein, sur les moyens de production agricole, notamment sur le matériel, les charges qui sont liées à l'entretien et à la réparation du matériel et à l'achat de tracteurs. Donc, vous voyez bien que pour ces deux postes de charge, on a des courbes qui sont à la hausse en permanence. Je vous ai pas fait l'affront de mettre le prix du blé en parallèle, mais je suis sûr que vous savez aussi bien que moi que la courbe n'est pas aussi droite pour pouvoir tout le temps payer les charges qui sont derrière. Alors ça, c'est la première diapo. La deuxième, pour changer un petit peu, elle n'est pas issue de la Chambre, mais en fait, elle va dans le même sens. Elle est issue de nos collègues d'Arvalis, entre autres, Nigrin, qui retrace le coût de production pour les exploitations spécialisées en céréales et en oléoprotéagineux, hein, partie nord de la France.
la tendance n'est pas extraordinaire, puisque vous pouvez remarquer que sur les trois dernières années, sur le coût de production qui est ici affiché en courbe pleine violette, nous avons des coûts de production qui sont repartis assez fortement à la hausse. La courbe violette pointillée, c'est ce qu'on appelle le prix d'intérêt. Donc, en fait, c'est votre seuil de commercialisation. En fait, c'est votre coût de production moins les aides, si vous voulez. Et puis, nos collègues d'Arvalis proposent aussi une autre façon de calculer ces coûts de production avec un coût de production trésorerie. Alors, en fait, là, ce coût de production trésorerie, il est un peu moins lourd que le complet, mais il est là dans une optique un peu de survie, c'est-à-dire que globalement, on ne prend pas en compte les rémunérations de la main-d'œuvre, des capitaux, on ne prend pas non plus les amortissements, mais on prend les annuités. Et en dessous de ces courbes-là, vous avez le prix qui est en moyenne payé aux producteurs. Donc, en fait, sur ces 3 années-là, nous avons des revenus, des résultats courants avant impôt qui ne sont pas extraordinaires. Et maintenant, nous devons affronter encore une grosse nébuleuse qui est l'impact de la guerre en Iran sur, encore une fois, toutes nos charges qui accompagnent la production de nos cultures. Alors voilà. Ça, c'était pour le rétroviseur, d'accord, des coûts de production qui sont assez costauds. Si on se projette un petit peu sur 2027 ou bien 2026, qui est quand même fortement engagé, vous avez vu que, comme moi, vous avez des coûts de GNR qui sont repartis à la hausse depuis la guerre en Iran. Vous avez le prix du riz qui a explosé, puisque en gros, en quasiment 2 mois de temps, il a pris plus de 50%. Vous avez vu également en un mois de temps, la solution a pris 100 € tonne. Voilà, donc quelques éléments qui vont forcément nous impacter. Mais alors, ce qui est grandement inquiétant par rapport à la guerre en Ukraine il y a 2022, c'est que les marchés concernant les céréales, entre autres, ne redécollent pas vraiment en parallèle. Ce qui peut un peu plomber le moral, mais néanmoins, il est important d'en avoir conscience. Et puis essayer de travailler notamment sur ces coûts de production et de l'impact de ces futures augmentations sur nos coûts de prod pour essayer d'avoir des adaptations et d'encaisser ces hausses. Alors, pour cela, j'ai fait un petit exercice, mais que vous pouvez faire vous-même. Si on reste sur les coûts de production, vous avez Arvalis, Institut végétal, qui avait développé à l'époque de la guerre en Ukraine 2 petits outils qui sont retrouvables sur Internet qui s'appellent Impact coût de production ou Impact charge. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration en direct de ces 2 petits outils, mais néanmoins, il est important que chacun puisse y mettre ses chiffres pour voir quel est l'ordre de grandeur de l'impact des augmentations du coût de l'unité d'azote, éventuellement du phosphore, du séchage pour sécher du maïs, enfin des choses dans ce style-là. Il est assez simple. Il fait un peu peur au départ quand on ouvre ce petit outil, mais néanmoins, il est assez simple. Alors, si on ne le voit pas dans le détail, je vous ai fait quelques extraits. C'est-à-dire que là, on va travailler en 2 diapos sur du blé et sur du colza. Je suis parti sur 3 situations. La première situation, en fait, finalement, c'est celle actuelle, c'est-à-dire 2026. Alors évidemment, moi, j'ai déjà engagé un rendement, c'est-à-dire que je suis parti sur la moyenne de mon secteur, mais qui est assez proche de celle du département, qui est un rendement de moyen de 7,8 tonnes en blé tendre. Alors, si je garde mes chiffres sur mon secteur à moi, je sais que le rendement minimum, il peut être aussi de 6,5 tonnes. Mais on peut aussi également faire des rendements de 8 tonnes 8. Et ça, le petit outil d'Arvalis, en fait, il est capable aussi de vous montrer à quel niveau, à quel point une augmentation de charge peut impacter vos coûts de production en fonction de ces rendements-là. Et mine de rien, là, je vais travailler à rendement moyen, mais vous savez comme moi qu'avec les impacts de réchauffement climatique, parfois, on a un peu plus de variabilité qu'il y a 20 ans. Et ça, je vais le croiser avec certaines hypothèses, parce qu'évidemment, on peut ne parler que d'hypothèses à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais faire augmenter le prix du GNR de 1,10 € pour la campagne qui était un petit peu en cours
pour la 2026 à 1,60 €. Alors, les chiffres, évidemment, sont relativement critiquables. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins. Il faut aussi tenir compte des aides potentielles de l'État. Bref, il y a encore beaucoup d'inconnus à l'heure d'aujourd'hui, mais néanmoins, c'est pas grave. Je veux voir un peu l'impact que ça peut avoir. Et j'ai fait le même exercice avec des engrais, c'est-à-dire la solution, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait pris 100 € tonne. Si on s'est un petit peu engagé là pour la prochaine campagne, voilà, j'ai fait des calculs avec des solutions qui est autour des 400, ça va de 430 à des situations numéro 2 qui sont à 460 et puis des situations un peu plus chères de 530 € tonne. Donc voilà, j'ai récapitulé, je vous ai mis en résumé, ça va être plus facile de dire comme ça, les deux hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé. Donc vous verrez dans mes graphiques suivants les résultats que ça va donner. Alors ils s'appelleront 2027 prix Ang / GNR+. En gros, c'est le prix de l'engrais et du GNR sur des coûts un petit peu actuels pour la prochaine campagne. Donc la solution à 480 et puis GNR à 1,40 quoi. Et j'ai fait le pari que ce ne seront pas les seules charges qui vont augmenter, en fait. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. L'augmentation des GNR, etc., il peut avoir des répercussions sur les travaux faits par tiers. Le blocage actuel, là aussi, peut poser des soucis d'approvisionnement de pièces diverses et variées. Donc, il peut y avoir des charges de mécanisation aussi qui peuvent augmenter. Donc, je suis parti sur une augmentation globale de 5%. L'hypothèse numéro 2, c'est un conflit qui dure un petit peu, enfin un conflit, une situation qui s'embourbe et qui peut faire encore augmenter les prix, que ce soit en engrais ou que ce soit en GNR ou les autres charges un petit peu induites. Et ça, cette deuxième hypothèse, ça s'appellera 2027 prix en GNR++, en fait. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne? Parce que ça, c'est bien de poser les hypothèses de base. Et voilà ce qui est capable de vous sortir le petit outil d'Arvalis très rapidement pour votre exploitation, pour vos chiffres, pour vos positionnements d'achat, en fait. Alors, ça donne des graphiques de ce style-là. Alors, je vais passer et je vais revenir sur celle-ci, donc assez générale, et celle-ci. Donc là, très très vite, en fonction des différents scénarios, vous avez sur la partie droite du diaporama la situation de départ que j'ai renseignée sur le petit outil de 2026. Et ensuite, j'ai mes deux scénarios, c'est-à-dire le scénario avec le GNR un peu au cours actuel, on va dire ça comme ça, les engrais avec la solution qui est autour des 480, et puis mon scénario plus à la fin. Et vous voyez très rapidement, l'outil est capable de vous dire de combien vos charges ont augmenté sur votre coût de production, avec un détail qui est juste à côté, poste par poste. Bon, vous savez aussi bien que moi que généralement, le poste qui pèse très lourd dans les charges OP, c'est les charges engrais. Et là, c'est mon collègue Jean-Baptiste tout à l'heure qui vous dira comment on peut essayer de travailler dessus. Mais vous avez aussi d'autres charges qui augmentent. Par exemple, passer au GNR à 1,40 au lieu à 1,60 même, au lieu de 1,1, vous avez une augmentation de coût de 6 € par tonne. Donc ça, c'est une façon de présenter les choses. Ils vous font exactement la même chose sur les diapos qui sont ici, avec le coût de production global et les rendements que vous pouvez faire. Alors, la première barre, en fait, sur les coûts de production, vous voyez que la situation 2026 a rendement moyen de mon secteur, presque celui du département, c'est-à-dire 7 tonnes 8, j'arrive à un coût de production de 227. Alors c'est pareil, mes chiffres sont critiquables. Moi, je vous rappelle que ce sont mes chiffres à moi, avec mes données de mon secteur à moi. Néanmoins, c'est pas grave. Vous voyez bien que si je me projette avec mes deux hypothèses, la 1 et la 2, vous voyez que tout de suite, on augmente à rendement constant à 7 tonnes 8 d'une bonne douzaine d'euros pour mes deux scénarios à chaque fois. Voilà. Et en parallèle, vous avez le même avec le seuil de commercialisation, c'est-à-dire qu'on enlève juste les aides pour vous donner à peu près un prix de revient. Alors cet exercice-là, on peut le faire sur plusieurs cultures. On vient de le faire sur le blé tendre, mais on peut également le faire sur le colza. Alors c'est exactement le même principe. Je l'ai également fait avec les mêmes hypothèses.
et vous allez obtenir les mêmes styles de graphique, hein, c'est-à-dire celui-ci, où entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, vous savez exactement du nombre d'euros par tonne que votre coût de production a augmenté. Alors, le colza, je ne vous fais pas de dessin, notamment pour tout ce qui est Otex 15, c'est-à-dire toutes les structures spécialisées en céréales et oléoprotéagineuses. C'est un peu la culture où on se sent un peu en sécurité. C'est celle qui dégage le plus de marge. Là-dessus, je vous apprends rien. Après, moi, en tant qu'agronome, je vous fais juste une petite aparté. Il faudrait éviter de retomber dans les travers des colza blé colza parce que justement, si elle est sécuritaire, c'est qu'on a su la faire sans trop en abuser. Hein, donc, pour éviter de perdre trop vite des quintaux et essayer de ne pas multiplier la solde de colza avec un retour trop fréquent. C'est important. Bon, alors, je vous ai donné beaucoup de chiffres. Par contre, une diapo qui est beaucoup plus simple pour vous repérer, c'est celle qui suit. C'est-à-dire, je vous donne des ordres de grandeur, des enjeux qui sont liés aux augmentations des différentes charges opérationnelles. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que sur le blé tendre, hein, avec mon rendement moyen qui est à 7 tonnes 8, si l'unité d'azote augmente de 60 centimes. Alors, j'ai pris 60 centimes, j'aurais pu prendre 70, j'aurais pu prendre 1. Je suis resté sur des chiffres un petit peu raisonnables parce que je suis d'une nature un peu optimiste. Vous avez un impact sur le coût de production du blé tendre de plus 14 euros. D'accord ? Sur le blé tendre, même chose, si j'augmente le GNR de 50 centimes, vous avez sur le coût de production, même chose, un impact de 5 à 6 euros de la tonne. Les phytos 3, les unités de phosphore et de potasse, même chose, si je les augmente de 50 centimes, j'ai également une augmentation de 3 euros tonne. En fait, ça va vite, hein. Dès qu'on va chercher des augmentations, ça va très 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 vite. Bon, le colza, c'est la même chose. Par contre, vous voyez bien quand même que ce soit pour le blé ou le colza, les unités d'azote, ça pèse quand même relativement lourd. Hein. Donc, c'est un poste sur lequel il faudra un poil travailler ou optimiser par la suite pour essayer de limiter ces impacts-là. Bon, et ensuite, je vous ai mis le maïs. Alors, j'aurais pu faire les pommes de terre, j'aurais pu faire d'autres cultures spécialisées. Je l'ai moins fait parce qu'encore une fois, voilà, je travaille plus dans le perche et faux perche, mais je vous ai mis un maïs grain fait en sec par chez nous, mais ça peut aller plus loin. Hein. Je vous parlais du séchage tout à l'heure. Le séchage avec le gaz qui part à la hausse aussi peut avoir des impacts non négligeables pour le séchage du maïs. Moi, je l'ai estimé avec une augmentation de 25%, et j'y suis pas, hein, parce que forcément, c'est encore plus que ça, mais à 25%, j'ai déjà une augmentation de 8 à 10 euros de la tonne. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Alors, un autre petit graphique qui est croisé, c'est pour notamment faire la transition avec mes collègues, c'est la décomposition des charges par poste. Hein. Je reviens à mes premières diapos, mais en gros, très vite, en regardant ce graphique-là, vous savez sur lesquels il va falloir travailler en priorité ou lesquels il y a le plus de marge de manœuvre. Alors, vous en avez déjà conscience de toute façon, vous n'avez pas besoin de graphique, mais il faut quand même savoir que le premier gros poste, même si parfois c'est tabou d'en parler, c'est bien évidemment les charges de mécanisation. Vous avez entre les 20% d'exploitation les plus performantes et les 20% d'exploitation les moins performantes, une différence de charge de mécanisation qui est autour des 285-90 euros de l'hectare. Ça peut être même plus que ça, hein, d'ailleurs par moment, mais enfin néanmoins c'est une différence sur laquelle il y a peut-être du travail à faire, peut-être pas chez tout le monde non plus, hein, mais chez certains il est possible de travailler dessus. L'autre, ce sont les charges opérationnelles. Alors là c'est clair qu'il y a encore du travail, puisqu'on a jusqu'à 140 euros par hectare de différence, toutes cultures confondues, hein. Entre les 20% d'exploitation les moins performantes et les 20% les plus performantes.
Et après, bon, les charges diverses, je ne rentre pas dedans parce que comme on y met tout, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a un peu de sous aussi à gratter de ce côté. Voilà, donc deux gros postes sur lesquels on peut travailler. Les collègues y reviendront dessus par la suite. Justement, avec plusieurs leviers qu'il est possible d'activer sur le terrain quand même. On a parlé de l'efficience des intrants à la tonne. Alors, pareil, je ne rentre pas dedans, mais Patricia risque d'en reparler un petit poil. Bon, il faut rester dans l'efficacité et la sobriété. C'est important de le dire quand même parce que faut pas se mentir, dans la plaine, il se vend des choses qui ne sont pas toujours très performantes et qui nous coûtent bientôt plus cher que le retour sur investissement avancé. Et ça, c'est important de le dire quand même. L'optimisation du parc matériel, même si c'est un sujet parfois un peu difficile à aborder, ça vaut le coup de se pencher dessus. Les rotations, changement des cultures, ça je suis quasiment sûr que Patricia va en parler. Pareil sur les tracteurs, les économies de GNR potentielles en lien avec l'usage qu'on en fait et l'entretien du matériel. Je pense qu'il y aura des notes qui seront mises à disposition sur le site de la Chambre d'ailleurs, qui ont été rédigées par nos collègues du 45. Et puis éventuellement d'autres pistes, d'autres ateliers ou d'autres compléments de revenus par ailleurs. Voilà, j'en ai fini pour le brosser un petit peu économiquement sans trop plomber le moral, mais pour moi, il était important de voir ce à quoi s'attendre ou d'où on part au moins. Merci Thomas. J'allais te poser la question sur le levier que nous devions activer en priorité sur nos exploitations, mais comme tu l'as fait remarquer, ça dépend vraiment du contexte de nos exploitations et vraiment de la marge de manœuvre que chacune et chacun nous pouvons avoir sur nos exploitations. Alors, je ne vois pas de questions, j'espère qu'il n'y en a pas. Enfin, pour le moment, il n'y en a pas. Je vous propose d'enchaîner directement sur la partie de Patricia, qui va nous présenter donc, les évolutions possibles en termes d'assolement, notamment sur les changements de culture possibles ou non. Patricia, je te laisse la parole. Oui, merci Elodie. Donc avec les collègues, on vous propose maintenant par rapport au panorama que nous a fait Thomas, de regarder deux marges de manœuvre possibles parmi celles qu'il a évoquées. Donc l'évolution de son assolement, comment, et aussi quelques points sur l'itinéraire technique. Si on commence déjà par rapport à l'évolution de son assolement, pourquoi faire évoluer son assolement? C'est déjà dans un objectif, on l'a vu avec Thomas, donc de cultiver des productions économiquement rentables. Quand on dit économiquement rentable, c'est que le produit que je dégage de mes cultures doit effectivement couvrir les charges opérationnelles liées à la mise en culture, supporter les charges de structure de mon exploitation et également, si possible, dégager un filet de sécurité. Et on l'a vu à travers ce que nous a décrit Thomas, ces dernières années, c'est quand même compliqué ce troisième item. Alors, comment donc faire ce travail? Donc, on l'a vu à travers les chiffres présentés par Thomas. Le préalable donc sera vraiment de chiffrer au plus près le coût de production de ces cultures, à la fois donc en pluriannuel et également se projeter avec les coûts évoqués d'augmentation par Thomas. Alors, à la fois, je chiffre ce que je fais déjà sur mon exploitation et également, je chiffre le coût de production des cultures candidates. Pour ce faire, on l'a vu avec le précédent diaporama, ce qui nous coûte le plus cher actuellement dans la production des cultures en fait, de la plaine eurélienne, c'est tout ce qui est donc engrais et puis donc énergie via donc les frais de séchage. Dans les exemples qui vont suivre, on est parti donc en se disant, je vais me tourner vers des cultures, on va dire, qu'on pourrait qualifier de moins énergivores. Donc à travers ça, donc on vous en a mis quelques-unes sur cette sorte de grosse flèche, en partant de quelques cultures qui sont peu dépendantes aux intrants, type sarrasin, tournesol. Également les protéagineux de printemps et d'hiver, donc où on n'a pas de fertilisation azotée, il n'y a pas de frais de séchage, en passant par le lin de printemps ou d'hiver, et pour finir par des céréales de printemps que je sème au printemps. Voilà un petit peu les quelques cultures candidates sur lesquelles on va s'appuyer.
Après, donc, comment je fais pour savoir vers quelle culture je vais me tourner? Alors, pour ce faire, c'est des matrices. En fait, ce tableau qui semble un peu barbare avec plein de couleurs et plein de lignes, en fait, c'est un tableau qui, donc, en ligne chez différentes cultures. On vous a mis avec les collègues les cultures donc, qui sont présentes, on va dire, dans les assolements. Alors, bien sûr, en tête, blé tendre et colza. En dessous, on s'est permis de vous indiquer avec les collègues le rendement olympique de ces cultures donc, en Eure-et-Loir, donc le rendement olympique des 5 dernières années. Et après, donc, pour les autres différentes cultures, on s'est aussi appuyé sur les rendements olympiques. Ensuite, si je continue à dérouler le tableau, on vous a mis 3 ordres de grandeur de charge opérationnelle. La première ligne, en fait, c'est un niveau de charge opérationnelle, on va dire, moyen, donc peut-être pas le plus optimisé, mais pas non plus le plus important. Et après, je suis partie sur des hypothèses de plus en plus pessimistes où la culture va me coûter de plus en plus cher à produire via toutes les hypothèses de prix décrites tout à l'heure par Thomas. Donc, je me suis calée donc, des charges opérationnelles. Ensuite, je me suis calée des niveaux de prix avec trois niveaux de prix. Donc, des marchés peu porteurs, des marchés moyens, des marchés hauts. Tout ça, c'est un fichier Excel qui est adaptable. À un moment donné, il a fallu prendre la décision de différents niveaux de prix. Et également, donc, pour les cultures qui en bénéficient, le montant du net couplé, hein, surtout uniquement pour les protéagineux. Et après, donc, la suite du rendement se décline pour des niveaux de marge brute que je cherche à obtenir, quel rendement de cette culture je dois faire en fonction du niveau de prix. On vous a encadré avec les collègues par rapport aux moyennes olympiques, où est-ce que je me situe actuellement avec, on va dire, les 2 cultures majeures d'Eure-et-Loir. Et après, comment se situent ces cultures, on va dire, qui pourraient entrer dans les assolements, quel niveau de marge je peux atteindre en fonction des prix de vente qu'on peut enregistrer. Alors, on ne va pas détailler le tableau, sinon là, on va finir très tard. Mais dans l'idée, c'est de se dire, on voit à peu près où se situent les niveaux du blé tendre et puis également du colza. Comme l'a souligné Thomas, quand les rendements vont bien, on arrive encore à dégager certains niveaux de marge brute. Et après, on voit que pour ces niveaux donc, de marge brute qu'on pourrait atteindre avec les rendements qu'on observe en Eure-et-Loir, on se situe plutôt entre des marges brutes qui se situent entre 400 et 600 euros par hectare, voire 800 pour certaines cultures. On a fait ce travail pour les cultures sans irrigation et il existe aussi le même fichier pour les cultures irrigables. Donc, on a vu qu'il y a un certain niveau de marge brute. Donc, si on se tourne vers ces cultures moins dépendantes aux intrants, mais néanmoins, il faut se dire que quand j'introduis une culture différente ou on va dire nouvelle sur son exploitation, il y a une part de risque à prendre. Donc après, c'est suivant au niveau de l'appréhension qu'on a ou non au niveau du niveau de risque qu'on a lié à l'implantation de ces cultures, à la fois itinéraire technique, c'est un petit peu ce qu'on vous a mis en rouge avec les collègues sur cette diapositive, et également débouchés pour certaines d'entre elles. Avant de choisir de l'implanter, il faut s'assurer d'avoir un contrat de vente. Donc, on vous a mis pour nous les différents risques qui existent avec ces cultures pour être réaliste par rapport à la situation que si vous faites le choix ou pas de vous tourner vers ces différentes cultures. Après, comme on l'a vu avec Thomas tout à l'heure, actuellement, donc, il est difficile de boucler au niveau économique pour certaines cultures et on pourrait aussi dire pour certaines parcelles, surtout pour les parcelles où le potentiel n'est pas là. Alors, potentiel n'est pas là,
parce que c'est des réserves, des parcelles, on va dire, contraintes, à la fois par des types de sols qui ont des réserves hydriques moindres. Également, donc, dans ces cas-là, je n'atteins pas des potentiels de rendement élevés. Et qui dit potentiel de rendement pas élevé, vu les niveaux de charge qu'on a vu avec Thomas, à la fois opérationnel et puis de structure, je n'arrive pas à boucler la boucle. Donc, la marge dégagée ne me suffit pas pour couvrir l'ensemble des charges de la culture mise en place. Également, on peut se poser la question des parcelles fortement infestées en graminées. Depuis quelques semaines, la plaine a quand même changé un petit peu de couleur. On voit que les graminées passent par-dessus les céréales. Et on peut encore plus se projeter à moyen terme ou même à court terme, avec demain la fin de l'utilisation des produits à base de flufénacet, qui est quand même pour les céréales une matière active majeure, donc où pour l'instant, post-automne 2026, on n'a pas de solution efficace homologuée. Donc, dans ces parcelles-là, il faudra vraiment réfléchir à se dire il faut que j'engage le moins de charges possible. En fait, elles ne doivent pas gréver le résultat global de mon exploitation. Et si je suis confrontée dans ces parcelles en plus à un problème de desherbage, est-ce qu'il ne faut pas se dire je profite, vu le contexte très tendu des niveaux de charges afférents liés à cette guerre en Ukraine, engrais, etc., à se dire est-ce que je ne profite pas de la situation, j'engage pas de charges, j'en engage le moins possible et je profite de cette situation pour déstocker des graminées. Donc, qui dit déstocker des graminées, c'est de faire le choix de ne pas faire une culture où je vais avoir une rentabilité importante ou même une rentabilité tout court. C'est de se dire, est-ce qu'il ne faudra pas plutôt faire un choix d'implanter un couvert très tardivement, aller plus loin et se dire je ne cultive pas une année dans des parcelles donc à faible rentabilité et profiter donc de cette période pour déstocker les graminées qui m'embêtent. Je n'engage pas de frais, j'essaie de me projeter sur l'avenir pour être un peu plus serein face au manque de disponibilité d'herbicides à très court terme. Là, on a discuté ensemble du levier assolement. Ensuite, dans l'itinéraire technique proprement dite, il y a aussi des voies d'amélioration. On l'a vu avec Thomas dans sa dernière diapositive. Il nous a expliqué qu'au niveau des charges opérationnelles, entre, on va dire, le groupe de tête et le groupe dans le dernier wagon, on va dire, on a 140 € donc de différentiel de charges opérationnelles à l'hectare. L'année 2026, la campagne 2026 qu'on a actuellement, elle est le parfait exemple qu'on peut adapter en temps réel et sans risque son itinéraire technique. On vous a mis avec les collègues quelques exemples. Donc, par exemple, pour les blés tendres et les orges qu'on a semés en hiver, donc qui sont à la fois des orges d'hiver proprement dites ou des OPSH, les orges de printemps qu'on a semées à l'automne, la montaison a quand même été ultra rapide cette année dans le sec, avec un fort rayonnement, donc à peine 1 mois et demi entre le stade épi 1 cm et dernière feuille. Les cultures sont quand même relativement courtes. Et globalement, on peut se dire qu'on peut faire une impasse de régulateur dans ce type de situation. D'autant plus que les sélectionneurs ont bien travaillé. Les variétés qu'on utilise actuellement sont quand même peu sensibles à l'averse. Et d'autant plus que le fractionnement de l'azote permet aussi de ne pas avoir fait monter beaucoup de tiges et d'avoir des biomasses exubérantes. Et donc, c'est des atouts supplémentaires pour se dire qu'on peut se passer de régulateur dans ces situations-là. Également, la pression maladie, le fait d'avoir eu cette montaison dans le sec au mois d'avril, la septoriose n'a pas été présente, par exemple, sur les blés tendres. On n'a pas eu ces phénomènes de splatching de feuille à feuille. Également, donc, avec ce fort vent d'est qu'on a eu depuis le 10-15 avril, très peu d'hygrométrie, donc très peu d'eau libre persistante. Donc, les rouilles ont vraiment explosé uniquement depuis 8 ou 10 jours. Donc, aussi, une adaptation des programmes fongicides peut être faite.
Globalement, sur ces céréales que je cite, l'impasse du premier traitement, elle peut être faite, enfin, hormis quelques cas spécifiques qu'on connaît bien, enfin, par exemple de la rouinène uniquement sur KWS Faro en orge d'hiver, mais les autres variétés étaient quand même relativement saines. La rhinchosporiose, elle a été présente uniquement sur les orges de printemps semées d'automne. Également, donc, dans les blés tendres, enfin, comme on vient de se le dire, la septoriose, elle a été très peu présente et c'est vraiment uniquement les rouilles qu'on a à gérer actuellement, donc au traitement pivot à dernière feuille. Donc, on peut facilement partir sur des solutions beaucoup moins onéreuses à base de tébuconazole. Et pour renforcer un petit peu le clou et par rapport au discours de Thomas tout à l'heure, en fait, le fait majeur de l'année, du fait de ces alternances climatiques un petit peu rudes, là, une montaison très rapide, le vent d'est et un petit peu ces réserves hydriques qui se sont effondrées dans les sols, ça a été vraiment les tâches physiologiques qui ont été les symptômes les plus présents dans la plaine. Et donc, eux, on n'a absolument aucune intervention à faire et il ne faut surtout pas partir dans toutes les vitamines qu'on peut prédire dans les campagnes contre tous ces aléas. Donc, on voit que c'est des petits points, mais qu'on peut facilement grappiller. Et c'est ces différents points qui expliquent le différentiel des 140 € d'écart de charge opérationnelle que vous a décrit Thomas sur les analyses de groupe marge brute qu'on fait avec les agriculteurs. Et pour enfoncer le clou sur cette adaptation de l'itinéraire technique en temps réel, nos collègues de la Chambre du 37, dans leur essai fongicide, avaient même montré qu'en 2022, dans leur essai fongi, ils avaient fait une application avec un seul traitement pivot à dernière feuille, 2 applications ou 3 applications. Et vous voyez que quand on est dans des climats un petit peu rudes, comme on a actuellement avec de la sécheresse, une montaison très rapide, il faut aussi vraiment faire l'application au nombre minimal d'interventions parce qu'on peut avoir aussi des risques de phytotoxicité et ça s'était vu donc sur les rendements. Et vous voyez qu'en termes statistiques, la meilleure modalité sortait avec une seule application et on avait de la phytotoxicité si on avait mis plusieurs interventions phyto. Donc ça enfonce encore un coût supplémentaire sur j'essaie de vraiment ajuster dans cette sobriété qu'a décrit Thomas tout à l'heure. Alors, on a beaucoup parlé des céréales et il existe aussi, enfin, l'adaptation de l'itinéraire technique, elle se fait aussi sur le colza, donc c'est quand même une culture majeure dans notre département. Et l'adaptation de l'itinéraire technique, c'est vraiment via le colza robuste. Alors, le colza robuste, c'est vraiment dans l'idée d'avoir une biomasse suffisante en entrée d'hiver et puis aussi de faire face donc aux insectes qui nous embêtent de plus en plus à l'automne où on est aussi démunis en termes de solutions phytosanitaires. Donc ce colza robuste permet de réussir une bonne levée et donc un colza qui est quand même vigoureux dès le départ. C'est un colza où on aura moins de difficultés face aux limaces si on a un mois d'août humide ou après donc aux grosses altises ou aux charançons du bourgeon terminal au mois d'octobre. Et le fait aussi d'avoir une biomasse suffisante en entrée d'hiver sera aussi un gage de robustesse via les larves de grosses altises où pour l'instant le seul insecticide qu'on a à disposition est sous forme dérogatoire. Également, donc, le fait d'avoir une biomasse suffisante en entrée d'hiver, c'est aussi une économie d'azote derrière, où on a vu que c'était un poste très important sur cette culture. On vous a mis en exemple deux photos, une biomasse de 2,5 kg par mètre carré et une biomasse un peu plus maigrelée à 1 kg par mètre carré. Et ce différentiel, en fait, représente quand même 100 unités d'azote de différence d'absorption. Derrière cette économie, on la retrouvera aussi au printemps.
Via ces diapositives, on s'est très peu adressé donc à la partie de l'Eure-et-Loire où l'irrigation est présente et on voulait avec les collègues en parler. Alors, via l'exemple du maïs irrigué. Donc, dans la constitution du coût du maïs irrigué, on s'est dit, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'alerte vis-à-vis du prix de l'électricité, mais c'est plutôt, comme l'a souligné tout à l'heure Thomas, vis-à-vis du coût du séchage. Alors, on s'est mis dans une hypothèse pour que le trait soit marqué, un coût de séchage actuel et derrière un coût de séchage où il serait augmenté de 50%. Et on voit que le fait d'avoir cette augmentation augmente donc le coût de production de ce poste de 40%. Donc, quel levier face à cette augmentation potentielle sur maïs qu'on peut faire dès maintenant cette campagne? Alors, malheureusement, donc, tous les maïs sont semés, mais il existe des différences de comportement des variétés vis-à-vis de l'irrigation. Donc, il y a des variétés qui ont besoin de moins d'irrigation. C'est ce qu'on voit à travers nos essais qu'on a encore vu l'an dernier. Également, la voie date de semis, mais on voit que c'est un levier donc, qui est très bien intégré en plaine. Enfin, cette année, dès que les conditions l'ont permis, au mois de mars, les semoirs étaient sortis. Donc, tous ces deux leviers permettent qu'on aura potentiellement des maïs récoltés à une humidité moins importante. Et également, sur le volet irrigation, il y a tout ce pilotage donc, en cours de cycle pour maximiser l'efficience de chaque millimètre apporté. Alors, comment le faire? Alors, il y a quand même des outils d'aide à la décision donc, robustes. Donc, j'ai cité donc l'outil développé par la Chambre, mais donc qui est basé sur des bilans hydriques. Et le fait d'utiliser ce type d'outil où on peut mettre l'ensemble des cultures qui sont irriguées sur son exploitation permet donc de mieux gagner en efficience sur les régimes d'irrigation à faire sur ces différentes cultures. Également, donc, le fait d'arrêter au bon moment l'irrigation en fin de cycle et de ne pas faire de surirrigation permet aussi un gage pour ne pas avoir des grains trop humides à la récolte. Également, nos collègues qui s'occupent d'irrigation en région centre ont développé des petites calculettes interactives qui peuvent vous être utiles pour se projeter pour la prochaine campagne sur faire différentes hypothèses sur les coûts d'irrigation et savoir s'il est opportun de mettre ou pas telle culture dans son assolement. Donc, via cette petite présentation, on voit qu'il existe donc des marges de manœuvre sur son itinéraire technique. L'année 2026 le montre. On voit que bon, la campagne maïs démarre, mais il y aura des marges de manœuvre sur l'irrigation via des outils d'aide à la décision qui, en temps réel, peuvent nous aider donc, à ajuster au mieux donc, les apports d'eau. Et donc, pour la question de l'assolement, vraiment, le point d'achoppement, c'est vraiment, je calcule mes coûts de production actuels, je me projette avec les données qu'on a actuellement sur l'évolution donc des coûts des intrants, aussi bien azotés que de ceux qui constituent les charges de structure. Et en fonction de ces coûts de production, j'introduis ou pas des cultures candidates. Et se pose effectivement la question des parcelles à moindre potentiel, où là, il faudra se projeter si le choix est fait ou pas de mettre en production ces parcelles, suivant le contexte qu'on aura l'été prochain. Merci Patricia du coup pour cette synthèse. Donc c'est vrai que pour l'assolement 2026, tout est déjà engagé. Par contre, je pense qu'on va pouvoir se servir des tableaux que tu nous as présentés, notamment des matrices, en s'inspirant de ce qui va être remis en ligne à la suite de cette Université du Soir pour vraiment les comparer avec nos coûts de production sur nos exploitations et affiner au mieux les cultures à privilégier peut-être pour l'assolement 2027. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de questions.
Au vu de l'heure, je vous propose du coup de terminer en donnant la parole à Jean-Baptiste Gradcat sur le sujet donc, le plus sensible sur le contexte du jour, donc la fertilisation. Jean-Baptiste, est-ce que du coup tu peux nous présenter des axes pour faire des économies ou tout est déjà joué? Oui, mes collègues vous en ont pas mal parlé depuis le début de la présentation de cette présentation de sobriété. Voilà, la question, c'est jusqu'où on peut appliquer cette sobriété à l'usage des engrais sur la fertilisation. J'ai centré cette présentation plutôt sur la fertilisation azotée, mais aussi on va parler aussi un peu de fertilisation phosphopotassique. Voilà. Euh, avant de Avant de parler de la partie vraiment technique et technico-économique sur l'usage des engrais, je voulais refaire un petit point sur ce que nous a déjà dit Thomas, sur voilà, les tendances un peu économiques sur le prix des engrais et le prix des récoltes depuis le début de la guerre en Iran. Le prix des engrais a pris plus de 57% depuis le début de la guerre, alors que le prix du blé a pris 6%. Donc effectivement, sur les céréales, on a des stocks fournis actuellement, donc on a des prix relativement stables, alors que l'engrais a vraiment fortement augmenté et le poste qui a le plus augmenté l'année dernière. Euh, donc effectivement, l'augmentation des engrais azotés n'est pas compensée par le prix des récoltes actuellement. Et la question, c'est est-ce que ça change la dose optimale va devoir apporter sur cette culture? Est-ce qu'on peut envisager une baisse des prix à moyen terme? Voilà, donc ça, je tire ça d'une conférence faite par le responsable des études économiques à la Chambre de France il y a 15 jours, et a priori, il disait qu'on n'avait pas de baisse significative du prix des engrais à attendre, même si la guerre s'arrête rapide. Voilà. Alors, pour les leviers de diminution du post-engrais, pour moi, ça va être les questions qu'on va se poser, c'est comment contenir les dépenses liées au post-engrais et sur les amendements aussi. Et en cas de diminution de la disponibilité des engrais, comment on peut prioriser les apports? Les possibilités d'économie sur l'azote, ça va être de diminuer les quantités d'azote sur les cultures les plus gourmandes. Est-ce que c'est pertinent dans le contexte actuel? On peut chercher à prioriser l'azote qu'on va apporter par culture, en mettant plus sur les cultures qui vont répondre mieux et moins sur les autres. Il va y avoir des questions qu'on va se poser sur le calcul de la dose d'azote. Là, je vais faire quelques rappels. C'est des choses qui sont relativement connues, mais qui me semblent toujours très importantes aujourd'hui. Et je ferai un point rapide sur l'efficience des engrais azotés. Sur les possibilités d'économie sur la fumure de fond, là aussi, on parlera des économies possibles, de la façon dont on va prioriser entre parcelles, et je ferai un point rapide sur les engrais aussi. Donc, sur la diminution des doses d'azote, là, la question, c'est si on met moins d'engrais ici sur du blé tendre, quel est l'impact sur le rendement et la protéine? Donc là, ce que je vous montre à gauche, c'est une courbe de réponse moyenne dans nos essais. Donc là, c'est relativement robuste, hein, puisqu'on a 49 essais depuis 2005, pardon. Et donc, on regarde comment évolue le rendement moyen en fonction de la dose qu'on va mettre, en sachant que la dose X que vous avez au centre du graphique ici correspond à à la dose qui est calculée et qui est conseillée avec notre outil Azofert. Donc déjà, on peut voir que sans azote, on fait 51 quintaux. À la dose conseillée, on est plus à 83 quintaux. Et quand on passe à la dose conseillée moins 40 unités, on arrive à 79 quintaux. Donc on perd en gros 4 quintaux en mettant 40 unités de moins. Même résultat, enfin, je vous ai mis à droite les résultats sur la protéine. On perd 0,7 points de protéines en mettant 40 unités de moins sur notre courbe de réponse protéine. Voilà. Donc, comment ça se traduit en marge économique, tout ça? La question, c'est sur cette courbe, est-ce que ça vaut toujours le coup d'être à la dose conseillée ou est-ce qu'il faut diminuer la dose avec les prix d'engrais très élevés actuellement? Donc, je vous ai proposé, comme les collègues, différents scénarios en faisant varier avant tout le prix de l'unité d'azote en solution, là, en l'occurrence. Et l'idée, c'est de voir un petit peu quelle est la tendance sur les différentes courbes, sur les différents scénarios. Voilà, et l'impact de ces scénarios sur la marge azote blé tendre. Alors, la marge azote, c'est le prix des récoltes.
voilà, le prix de la récolte, moins le coût de l'engrais azoté, moins les éventuelles réfactions de protéines. Voilà. Donc, derrière, il y a plein d'hypothèses de prix et tout, mais l'idée, c'est de voir un peu comment évoluent les courbes en fonction des doses qu'on va. On prend le scénario récolte 2025, on avait un coût de l'engrais relativement contenu. On voit que voilà, on perd quand même pas mal d'argent en mettant 40 unités de moins par rapport à la dose X, et aussi par rapport à la dose X plus 40, qui est légèrement supérieure à la dose X. Là, on est un peu dans l'épaisseur du trait, mais voilà, on est sur ces chiffres-là. Quand on augmente le prix de l'engrais et qu'on passe à la scénario actuel, on va dire, avec la coupe de rouge, on voit qu'on est sur des prix équivalents entre, enfin des prix. On est sur des marges équivalentes entre la dose X et la dose X plus 40. Par contre, on a toujours une petite perte d'argent avec la dose X moins 40. Et enfin, j'ai proposé un scénario un peu catastrophe où on passe à 2 euros l'unité d'azote. Et même dans ce scénario-là, on voit qu'entre X et X moins 40, on reste sur des marges complètement équivalentes alors qu'elle baisse avec le X plus, enfin, avec la dose conseillée plus 48. Donc là, ce qu'on peut conclure, c'est que la dose X-40, le fait de mettre un peu moins d'engrais, c'est légèrement pénalisé, sauf dans le scénario catastrophe. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la dose conseillée, elle est robuste, quel que soit le scénario proposé. Là, pour de multiplier, je vous proposerais de rester sur la dose conseillée. Même principe sur le colza. Donc là, vous voyez la dose X où on est à 45 quintaux en moyenne dans nos essais. Alors voilà, c'est des essais qui sont plutôt réalisés dans des bonnes terres en général, ce qui explique qu'on soit sur des moyennes élevées. Et on passe, on voit qu'on perd 2 quintaux quand on met 40 unités de moins par rapport à la dose conseillée. Donc, quel impact sur nos marges azote? Vous les avez ici avec 3 scénarios de prix. Vous avez un scénario où vous avez, là j'avais mis voilà, récolte 2025 aussi, il y a 1 euro l'unité et 470 euros la tonne de colza. Et voilà, les deux autres scénarios où on augmente le prix des engrais. Et ce qu'on voit, voilà, c'est un peu les mêmes résultats qu'en colza. Sur les doses X-40, donc le fait de mettre 40 unités au moins, on baisse quand même nos marges. Voilà, entre la dose X et la dose X plus 40, on est sur quelque chose de relativement cohérent. Et sur un gain quand vraiment l'azote, un gain sur la dose X quand l'azote est très cher. Donc on reste sur les mêmes conclusions pour moi sur le colza par rapport au blé, même si la dose X-40 est plus pénalisée qu'en blé. On voit que même dans le scénario catastrophe, c'est intéressant de rester sur la dose X alors que ça l'était moins, on va dire, sur le blé. Donc l'idée, c'est là aussi de rester sur la dose conseillée. Pour changer un peu, je vous propose de passer sur le même principe, enfin les mêmes résultats, mais cette fois-ci en maïs grain. Alors nos essais ils sont réalisés avant tout en Beauce sur du maïs grain irrigué, ce qui peut avoir son importance. Et on voit déjà là que notre courbe de réponse, elle n'a pas du tout la même tête qu'en blé et en colza, où on a une augmentation assez voilà, une augmentation continue, on va dire, mais des rendements avec les doses d'azote qu'on va mettre. Par contre, effectivement, en maïs, on voit qu'on a une courbe beaucoup plus plate et qu'on a très peu de différence de rendement entre des doses plus faibles que la dose conseillée, donc ici la dose X-40, et des doses beaucoup plus élevées que la dose conseillée, par exemple la dose X plus 80 que vous avez là. Alors, je vous ai mis pour la petite histoire aussi l'exemple de la pomme de terre chair ferme, où on voit qu'on a une courbe de réponse qui ressemble à celle qu'on a en maïs. Donc, effectivement, l'hypothèse qu'on a, surtout en parcelle irriguée, c'est que c'est des cultures qui vont profiter plus longtemps de la minéralisation du sol et qui vont s'alimenter avant tout grâce à cette minéralisation qui elle-même est soutenue par le fait qu'on a de l'irrigation sur ces parcelles-là. Donc dans ces scénarios, enfin sur cette courbe-là, quand on applique nos scénarios de prix avec nos 3 courbes, on voit très bien que cette fois-ci, la dose optimale qui permet de maximiser notre marge azote, c'est plus la dose conseillée, c'est notre dose X-40, puisqu'on voit qu'on est sur des engrais, des rendements équivalents sur cette dose-là. Voilà.
Donc là, ce qu'on peut se dire sur maïs, c'est que même avec un calcul de dose bien fait, on a peut-être, enfin voilà, sur nos essais en tout cas, on a tendance à légèrement surestimer la dose et que donc on a des marges de manœuvre sur cette culture pour diminuer un peu nos doses d'engrais. Voilà. Donc sur les doses et l'optimum économique, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la diminution à l'aveugle des doses d'azote ne permet pas de gain économique dans la majorité des scénarios. La dose conseillée, une dose conseillée bien calculée, j'insiste, correspond à l'optimum technico-économique dans la majorité des scénarios, à l'exception de notre maïs grain voilà, qu'on a vu en dernier. En cas de faible disponibilité des engrais ou de stock insuffisant sur vos exploitations, voilà, on peut envisager une faible diminution de la dose sans remettre en cause drastiquement les niveaux de rendement. 40 unités en moins par rapport à la dose conseillée. En blé tendre, ça représente 4 quintaux, 0,7 points de protéines. Et en colza, ça représente 2 quintaux. Voilà, et gardez ces chiffres en tête, je pense qu'ils sont importants. C'est pas parce que vous avez mis 40 unités de moins que ça va remettre, que vous allez perdre 10 quintaux en blé, que ça va remettre complètement en cause le niveau de rendement attendu. Mais bon, on voit que ces 40 unités en moins sont pas rentables encore actuellement avec le scénario de prix actuel. Voilà. Les cultures de printemps régissent globalement moins à des baisses de quantité d'azote, donc on peut, je pense, envisager de baisser légèrement les doses sur maïs. Voilà, donc on voit qu'on a quelques marges de manœuvre, mais qu'elles ne sont pas extraordinaires par rapport à notre dose conseillée. L'idée, ça va être déjà de calculer correctement cette dose conseillée, ces doses d'azote, parce que je pense que le premier levier sur les engrais azotés, c'est vraiment sur ce calcul de dose, où pour moi, il y a encore des points qui peuvent être améliorés en fonction des exploitations. Et là, on revient à ce que Thomas nous montrait sur les différences d'efficience au niveau des charges entre exploitations. Alors sur le calcul de dose, hein, c'est des choses connues, mais qu'on tenait à rappeler ici. Voilà, pour bien calculer sa dose, il faut faire un reliquat sur les principales situations agronomiques sur l'exploitation. Donc un maximum de reliquats, c'est toujours bien. Le troisième horizon en sol profond est à prendre en compte. C'est en général 20 unités en fonction des années. Donc ces 20 unités, si vous ne les prenez pas en compte, vous allez potentiellement mettre 20 unités en trop sur votre culture. N'hésitez pas à décaler la date de réalisation des reliquats sur les cultures de printemps en vous rapprochant au maximum, enfin dans une limite raisonnable, mais au maximum du semis. Faire un reliquat mi-mars, par exemple, sur maïs, ça se fait très bien. Vous aurez le résultat, voilà, sauf semis très précoce, vous aurez le résultat avant de semer et vous aurez les infos. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça joue énormément sur le calcul de dose et sur les doses qu'on sort à la fin. Vous pouvez calculer des moyennes olympiques ajustées au potentiel des sols sur son exploitation pour éviter de mettre la même moyenne partout, que ce soit sur des parcelles à fort potentiel ou sur des parcelles à faible potentiel. En faisant ça, vous allez sous-estimer les doses sur les parcelles à fort potentiel et les surestimer sur les parcelles à faible potentiel. N'hésitez pas à bien évaluer avec les bons outils les quantités d'azote déjà absorbées par la plante en sortie d'hiver, en indiquant bien le nombre d'octales sur les fiches de renseignement céréales et en évaluant correctement vos biomasses entrées et sorties d'hiver sur colza, potentiellement avec cette image. Voilà, ici. Et vous pouvez, au niveau de la dose, le dernier levier important, c'est évidemment le pilotage du dernier rapport sur blé, voilà, qui est toujours possible de faire actuellement avec les satimages. Sur l'efficience de ces engrais azotés, voilà, là c'est vraiment quelques rappels. On sait que l'efficience dépend des conditions d'humidité et des pluies autour de l'apport, mais ça c'est quelque chose que vous avez tous en tête. Elle dépend aussi et beaucoup de la dynamique de croissance de la culture. On sait très bien que les apports trop précoces sont moins bien valorisés en azote. Et ça, le fait de mettre de l'azote trop tôt dans le cycle va impacter et le rendement et surtout la protéine. Donc fractionnez bien vos apports et gardez de l'azote pour la montaison et pour le dernier apport. Sur le choix des engrais azotés, je voulais revenir rapidement sur la comparaison entre solution et ammonitrate,
puisque actuellement, j'ai pas l'impression qu'on ait des différentiels très importants entre les deux types d'engrais. Donc là, je pense que ça devient une période, enfin, au prix actuel, on est sur une période où le fait de passer avec de l'ammonitrate peut être rentable, puisqu'on sait que l'ammonitrate, reste l'engrais, voilà, l'un des engrais les plus efficients et qu'on a un petit gain de résultats, que ce soit sur le rendement et la protéine, en blé notamment, mais pas uniquement, en mettant de l'ammonitrate par rapport à la solution. Donc là, en ce moment, effectivement, peut-être passer avec de l'ammonitrate, c'est pas complètement déconnant. Je voulais revenir un petit peu aussi sur les engrais un peu techniques, entre guillemets, qu'on vous propose énormément, voilà, en fonction des conditions, voilà, mais on sait très bien qu'il y a des engrais qui fonctionnent, les inhibiteurs d'urée, enfin l'urée avec des inhibiteurs d'uréase par exemple, ça peut être un engrais intéressant. L'inhibiteur d'uréase dans la solution, par contre, on a un très très léger gain, mais qui rembourse à peine le coût du produit. Donc là, on est vraiment sur un gain marginal. Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour confirmer l'intérêt de ce type d'engrais. Je voulais vous montrer, voilà, parler aussi de tout ce qui est biostimulant, graisse foliaire, l'efficacité et l'intérêt économique sont non démontrés aujourd'hui. Donc, rester sur des engrais azotés simples, on sait que ça fonctionne et ça reste des engrais qui sont beaucoup moins chers à l'unité en général. Voilà, je passe maintenant à tout ce qui est fumure de fond, PK. Et je voulais commencer ce point par parler un peu de l'évolution des teneurs en phosphore Olsen dans notre département. Ça, c'est des résultats qui sont, voilà, que j'ai repris avec notre base de données d'analyse, voilà, où je peux remonter jusqu'à 99. Donc, on a environ 25, un peu plus de 25 ans en base de données. Et on voit clairement qu'il y a une baisse globale des teneurs en PDO5 Olsen, enfin en phosphore Olsen dans notre département, et surtout une augmentation voilà, en tendance des parcelles pauvres et faiblement pourvues. Alors je vous ai mis les seuils, des seuils indicatifs à droite du graphique là, mais ce qu'on voit effectivement, c'est que la fréquence de ces parcelles plus pauvres, voire très pauvres, a tendance à augmenter. Voilà, on sait bien, on voit que c'est pas encore globalement la catastrophe. C'est parce qu'il faut, on n'est pas à dire là, mais on voit qu'il y a, enfin, à la lecture des analyses, on voit clairement qu'il y a certaines des parcelles où on a une décapitalisation du phosphore. Il y a des apports qui n'ont pas été faits pour entretenir un peu la teneur en phosphore, et donc on baisse au fur et à mesure les teneurs qu'on peut voir dans nos parcelles. Donc, il faut rappeler un peu l'impact économique enfin technique et économique d'une carence en phosphore, et pour ça, je me tourne vers les résultats de l'essai longue durée de Mirmen. Donc, c'est un essai où on a une modalité de même, où on fait une impasse systématique depuis 1976 en phosphore. Donc là, on sait qu'on est sur un sol très pauvre, avec des teneurs inférieures à 30 ppm Olsen, et on voit par culture, là ce que vous avez en dessous, le graphique, l'impact de cette impasse systématique sur les rendements, voilà, sur les baisses de rendement par rapport à une modalité où tout est bien fertilisé. Donc on est autour de 10% en blé tendre, sur un deuxième blé, enfin un blé tendre assolé. Sur un deuxième blé, on est plutôt autour de 30% de perte de rendement. Sur une orge d'hiver, un peu plus de 20%, et sur un colza, pas loin de 30% aussi. Donc, on voit qu'on a des pertes de rendement très importantes en cas voilà, de faible teneur en phosphore et en cas d'impasse. Et donc ça, on va remettre un peu ces pertes de rendement en perspective avec des prix, ce que vous avez là sur voilà, les prix des récoltes, ce que vous avez à droite, et on voit que clairement, le prix, enfin la perte de rendement a un impact économique largement supérieur au fait d'apporter 60 unités de phosphore tous les ans. Voilà. Donc, soit un apport de 60 unités en ce moment, même avec le prix de l'engrais qui a augmenté, c'est 90 €. Vous voyez qu'une perte de rendement de 30%, enfin,
sur un blé de blé, par exemple, c'est 400 € de prix de récolte en moins à la parcelle. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, ça, c'est à comparer aussi avec le prix d'une analyse qui représente entre 55 et 75 € par parcelle tous les 5 ans. Donc, vous voyez où je veux en venir. L'idée, c'est de savoir où on en est au niveau de la teneur. Ça vous coûte pas cher et ça peut vous éviter des déconvenues. Voilà. Donc, sur les conclusions sur la fumure de fond, on a des économies qui sont possibles, mais des impasses qui sont à raisonner à l'analyse de sol. Avec des teneurs relativement élevées, on voit que l'impasse sur les engrais de fond, elle est possible à court terme. Voilà, on a des carences déclarées en phosphore et en potasse qui sont relativement peu fréquentes encore. Mais voilà, attention aux impasses non maîtrisées en phosphore. Il faut limiter au maximum les impasses sur les situations à risque, notamment en cas de teneur faible, et sur les cultures exigeantes, comme par exemple le colza. Attention aux impasses répétées, elles induisent une baisse des teneurs qu'il faudra rééquilibrer plus tard. Donc, on ne sait pas si les prix de l'engrais vont diminuer, enfin, on ne sait pas quand les prix de l'engrais vont diminuer et s'ils vont diminuer beaucoup. Donc, peut-être que voilà. Et il faut éviter voilà trop d'à-coups et continuer pour moi à entretenir ces sols. Le plus important pour savoir où on va, c'est d'avoir une analyse de sol à jour sur les parcelles de son exploitation. Sur la potasse, on peut diminuer sur un système colza-bléorge sans trop de soucis sur la potasse. On voit qu'on a très peu de réactions sur l'essai de myrmègne. Donc même sur des parcelles non entretenues en potasse, avec des impasses de très longue durée, on ne voit pas de baisse de rendement nette, notamment depuis qu'on restitue les pailles sur l'essai. Donc attention néanmoins aux impasses sur des cultures industrielles ou sur des systèmes fourragers qui peuvent avoir des impacts potentiellement un peu plus importants. On parle aussi beaucoup d'engrais plus biodisponibles, enfin soi-disant plus biodisponibles et qui permettraient de limiter les doses. Attention à ce type d'engrais parce qu'on n'a pas d'efficacité supérieure prouvée par rapport au Super 45. Et ça revient surtout à mettre des unités d'azote plus chères par rapport à des engrais de base. Donc le fait de mettre moins de phosphore par exemple déséquilibre le bilan. Et forcément, ça aura un impact à moyen terme sur la teneur qu'il faudra ensuite corriger plus tard. Donc sur les conclusions globales, que ce soit sur l'azote ou le phosphore, donc sur l'azote, rester sur une dose conseillée bien calculée. Sur le phosphore, c'est possible de faire des impasses, mais attention aux situations de carence et aux fausses économies qu'on devra corriger plus tard. Sur la potasse, on a des économies possibles selon un système de culture. Sur le soufre, on a des essais récents qui montrent que les apports de soufre sont potentiellement surestimés. On a des essais où on s'attendait à avoir des réponses à des apports de soufre qu'on n'a pas eu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des travaux qui sont faits actuellement, notamment par Terrinovia et par la Chambre du 28 aussi, pour essayer éventuellement de voir si on a vraiment besoin d'autant de soufre que ce qui est conseillé actuellement. Donc peut-être des économies à faire sur ce poste-là à terme. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que pour moi, l'augmentation du prix des engrais ne remet pas en cause les méthodes actuelles du raisonnement des apports, mais elle nous invite à les utiliser plus et mieux. Il faut rester avant tout sur des engrais simples et pas chers à l'unité. Les engrais alternatifs qu'on propose beaucoup en plein encore aujourd'hui leur efficacité n'est pas forcément prouvée et justifie pas le surcoût du produit à l'unité apportée. Voilà pour moi. Merci Jean-Baptiste du coup pour cette troisième partie là qui a bien fait le lien avec les deux premières parties. On va pouvoir travailler sur nos assolements du coup 2027 pour mettre en corrélation les charges à venir et les rotations que l'on va devoir effectuer sur nos exploitations. Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as vu, il y a 2 questions dans le chat. Je ne sais pas si tu Non, j'ai pas vu. Alors, la première question, c'était donc pour la récolte à venir, doit-on déduire
le dernier apport d'azote dans la mesure où la totalité de l'azote au sol n'a pas été exportée? C'est que le dernier apport d'azote, c'est un des apports les plus importants. Sur nos essais, même avec un apport très tardif à Piézon, comme ce qui est le cas de l'ANC de l'année dernière, c'est que cet apport-là a eu à la fois un impact sur la protéine et sur le rendement. Donc, ce qui est important sur le dernier apport, c'est que même si les conditions ne sont pas toujours extraordinaire, un apport en ammonitrate permet de faire, même tardif, permet de continuer à faire du rendement. Donc, j'aurais tendance à pas réduire ce dernier apport-là et à rester sur les méthodes de pilotage avec un pilotage bien fait et surtout un pilotage qui n'est pas fait trop tôt. L'idée, c'est de piloter un pilotage fait actuellement avec les conditions de pluie qu'on a ces derniers jours et pour moi très, très pertinent et peut se faire correctement pour bien caler la quantité d'azote qu'on met sur le dernier rapport. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais si c'est pas clair, j'invite la personne qui a posé la question à donner plus de précision. Il y a une deuxième question. Donc, en effet, le sol s'approvit en PK, même en suivant la méthode comifère depuis de longues années. Donc, je pense que c'était plus une réflexion. Et donc, une autre question, Jean-Baptiste, pour toi. Qu'est-ce que tu appelles un engrais alternatif? Ouais, le terme n'est sûrement pas très bien choisi, mais voilà, c'est tout ce qui sort des engrais qui sont vendus comme étant plus techniques. On va parler d'une meilleure biodisponibilité pour la culture, d'une meilleure efficience. Voilà, c'est tout ce qui sort des engrais traditionnels, en gros, et que voilà où on intègre souvent voilà après tous les engrais qui sortent des engrais traditionnels ne sont pas égaux. On sait qu'il y a des technologies comme les inhibiteurs d'uréase qui fonctionnent correctement, surtout avec de l'urée. Par contre, effectivement, dès qu'on arrive sur les biostimulants notamment, on sait qu'il y a encore, pour l'instant, on n'est pas sur des engrais qui sont, on n'est pas vraiment d'ailleurs sur des engrais puisqu'on a des quantités d'éléments qui sont apportés qui sont très faibles. Mais on sait que ces produits-là, qui ne sont pas forcément toujours des engrais, ne vont pas remplacer un apport d'engrais traditionnel. Et, voilà. On a parlé aussi des choses comme le Blue N, voilà, des bactéries qui fixent l'azote et tout. Voilà, c'est encore des technologies dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas très bien au champ. Voilà. Ok, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne. Juste pour répondre à la remarque sur le sol qui s'appauvrit en PK, en suivant la méthode comifère, on peut avoir des sols qui s'appauvrissent en suivant la méthode comifère si on part sur des teneurs en phosphore et en potasse qui sont très élevés. La méthode comifère, elle vise en fait à rétablir une teneur moyenne qu'on entretient en fait au fur et à mesure. Donc, et puis si effectivement on a des baisses trop importantes, la méthode comifère va conseiller des quantités d'engrais plus importantes. Donc pour moi c'est pas un souci, voilà, ça pose pas de problème, ça remet pas en cause l'intérêt de la méthode. Alors du coup la troisième question que nous avions, c'était y a-t-il un intérêt à localiser dans la ligne de semis le phosphore au semis de céréales d'automne? Est-ce que cela permet de diminuer la dose de phosphore en localisant? Alors, la localisation, on sait que c'est une technique intéressante et il peut y avoir un intérêt à localiser, surtout dans des situations à risque. Déjà, c'est plus intéressant sur des cultures à grand écartement, et c'est plus intéressant sur des situations à risque en cas de teneur très faible, ou en cas par exemple, en cas de présence de calcaire dans la terre fine sur des sols bosserons, argilo-calcaires, par exemple. Donc, dans des situations avec des forts risques de carence, oui, la localisation peut être intéressante. Sur les céréales d'automne, c'est pas forcément les cultures qui vont mieux le valoriser, surtout si vous êtes sur des blés assolés, quoi. Donc,
sur un blé assolé, sur une parcelle où vous avez des teneurs relativement correctes à élever, la localisation ne va pas apporter grand-chose. Voilà. Et alors la diminution de dose, j'en ai parlé pendant la présentation, la diminution de dose, vous allez forcément devoir la rectifier à un moment donné, puisque du phosphore, enfin pour l'instant le raisonnement on est sur un raisonnement avec un bilan entrée et sortie, c'est bête et méchant, donc si vous mettez moins d'engrais, forcément la teneur à terme va baisser et vous devrez la rectifier en mettant plus d'engrais. Donc je pense pas que ce soit très avisé pour l'instant. Merci Jean-Baptiste. On prend juste la dernière question très rapidement. Alors peut-être que Patricia ou Thomas, vous pouvez aussi y répondre. Donc cette année, plus qu'habituellement, faut-il faire nos couverts le plus tôt possible après la moisson, au risque d'atteindre des stades ligneux? Donc, vraiment, rapide réponse si c'est possible. C'est toujours intéressant de faire des couverts tôt. Effectivement, on sait que c'est un couvert semé précocement va avoir en tendance va faire plus de biomasse qu'un engrais. Qu'un couvert semé trop tardivement, donc ça c'est toujours intéressant. Voilà. Et on sait qu'un engrais avec une forte biomasse peut restituer de l'azote à court et à moyen et à long terme sur votre parcelle. Donc c'est toujours bon à prendre et ça devient de plus en plus intéressant à mesure que les prix de l'engrais vont augmenter. Après voilà, pour éviter la nidification, il y a un travail qui peut être fait sur le choix des espèces que vous allez mettre dans votre couvert. En gros, effectivement, si vous semez un couvert de moutarde blanche très tôt, ça va lignifier relativement tôt et ce ne sera pas extraordinaire d'un point de vue agronomique. Voilà, en deux mots. Merci Jean-Baptiste. Du coup, je vous propose d'arrêter là cette université du soir. Donc, je remercie du coup Thomas, Patricia et Jean-Baptiste de s'être mis sur le qui-vive pour nous préparer en urgence cette université du soir suite aux nombreuses demandes qu'ils ont eues. C'est vrai que du coup, nous sommes un peu perdus dans tout ce qui est choix d'assolement, nos commandes nos commandes engrais pour l'année prochaine et surtout la rotation pour 2027 sur nos exploitations. Il n'y a pas de solution miracle comme on a pu le voir ce soir, mais on voit bien que c'est en réfléchissant sur nos rotations, sur nos systèmes de culture et surtout sur nos cas dans nos fermes que l'on va pouvoir avancer en analysant finement pour rien laisser passer. Donc pour cela, je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers pour faire le bon diagnostic et puis étudier les bonnes solutions. Je vous invite, avant de passer la main à Émilien, notre prochaine université du soir, donc le lundi 1er juin, qui sera sur le thème donc, se lancer et développer ses ventes en circuit court. Et maintenant, je laisse la parole donc pour la conclusion à Émilien Marco, qui est élu donc, à la Chambre d'agriculture et qui est en charge des durs sujets techniques, notamment en cette période. Bonsoir à tous. À mon tour et au nom du bureau, de remercier Patricia, Thomas et Jean-Baptiste pour vos interventions, pour la préparation de cette université du soir exceptionnelle et de vos interventions ce soir. Elles sont toujours de qualité et je crois que nous avons toujours besoin de toujours plus d'informations, une information claire et une analyse pertinente et neutre dans ce contexte. Je crois que notre vie d'agriculteur et de chef d'entreprise est définitivement en évolution dans un contexte de rupture. Et ces ruptures sont en fréquence et en intensité toujours plus forte. Je pense dans un premier temps au contexte sanitaire du Covid et qui s'est suivi du contexte de la guerre Ukraine-Russie et désormais de l'intervention américaine en Iran. Tout ça crée un contexte extrêmement volatile. Et en tant qu'agriculteur, on perd aujourd'hui nos repères. Quel est le bon prix d'un litre d'azote liquide? À quel prix faut-il acheter l'ammonitrate? Faut-il l'acheter maintenant pour l'année prochaine? Quelle est l'évolution du litre de GNR pour demain?
L'ensemble des repères qu'on avait depuis une petite dizaine d'années explosent en l'espace de 2 ou 3 ans. Et malgré tout, nous devons prendre des décisions au quotidien. Donc moi, vos 3 interventions m'amènent à cette réflexion qu'il faut continuer à approfondir notre analyse et notre travail quotidien sur 2 domaines essentiels. Le premier, l'agronomie. Et là, les décisions qui vont être prises par certains agriculteurs ne seront pas les mêmes chez leurs voisins ou à l'autre bout du département, parce qu'on a tous nos spécificités pédoclimatiques, nos moyens humains, techniques et financiers différents d'une exploitation à l'autre. Et donc, dans un contexte où ce qui est certain, c'est que nos charges augmentent, la pression de nos charges et de nos dépenses augmente, et en face, on a des aides PAC qui stagnent, voire qui sont en risque, et un chiffre d'affaires rendement prix qui est complètement aléatoire et lié à un contexte climatique et à l'évolution des prix. Et donc, à nouveau, il faut travailler sur les assolements, sur les rotations. Si les charges fortes se maintiennent, on aura forcément un travail qui a déjà été entamé par certains, mais sur nos conditions d'implantation et donc sur notre système de culture globale pour amener, une fois de plus, c'est un gros travail qui nous est demandé, d'essayer de maintenir nos exploitations compétitives dans un contexte qui devient intenable. Le deuxième point, c'est l'économie. On ne le dira jamais assez. Là aussi, des efforts ont été faits, mais je crois que tous les leviers sur une exploitation doivent être encore engrangés. Et entre autres, on l'a vu depuis plusieurs semaines, on peut avoir un jour où le prix du blé fait plus 5 et le lendemain, il fait moins 4 ou moins 6. Et donc, on se doit d'être sur le qui-vive pour prendre des décisions de vente quand on a un prix qui nous semble correct. Mais pour pouvoir le prendre, faut-il encore avoir des indicateurs. Et donc, on va revenir encore avec les services de la Chambre d'agriculture sur les prix de revient, sur les seuils de commercialisation pour pouvoir emmener notre exploitation et notre entreprise dans les meilleures conditions possibles et essayer de prendre des décisions de prise de vente au moment les plus opportuns. Voilà, j'espère que en tout cas, l'intervention de nos conseillers permettra à chacun d'avoir une analyse plus précise. Et je retiens aussi qu'il faut peut-être aussi accepter et continuer des dépenses plus faibles, mais pour avoir encore des informations sur ses sols, sur son exploitation, pour derrière prendre les bonnes décisions agronomie, savoir faire des impasses où il faut, ne surtout pas en faire où il ne faut pas. Patricia a parlé de cultures qui seraient, on va dire, moins dépensières. Il ne faut pas non plus croire qu'une culture qui nécessite moins d'intrants sera une culture qui générera un revenu plus important. Ça peut être des cultures nouvelles, donc des cultures sur lesquelles il faut s'informer, sur lesquelles il faut prendre de la technicité. En tout cas, elles auront l'avantage de soulager des trésoreries qui sont mises à mal sur les structures céréalières, mais aussi de grandes cultures globales depuis maintenant 3 ans. La Chambre d'agriculture reste à l'écoute et au service des agriculteurs du département. Dans ce contexte houleux, et comme je l'ai dit en rupture, la Chambre d'agriculture va prochainement proposer une nouvelle offre de service auprès des groupes de développement avec un accompagnement personnel, mais aussi une évolution de l'animation des groupes, techniques sur le quotidien, mais aussi avec des interventions plus spécialisées tout au long de l'année. Le but étant de garder cette dynamique départementale, économique, agronomique, pour faire front à cette crise qui, on l'espère, est passagère, mais peut rester durable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Emilien.